Alors Nicolas Redzom, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bon. Et merci d'être là. Alors vous êtes photographe. Alors vous résidez aujourd'hui à Paris, mais les Avinois vous connaissent bien, parce que vous avez grandi ici, et puis vous avez même travaillé plusieurs années ici. Enfin, depuis quelque temps, vous êtes plutôt globe-trotteur et chasseur d'images. Et ce soir, vous allez nous présenter l'un de vos derniers voyages, qui était aux États-Unis sur la mythique route 66. Alors, de ce voyage que vous avez réalisé avec votre frère, vous avez extrait cet ouvrage. Voilà, donc la route 66 vue par les frères Redzom. Et dans cet ouvrage, donc, vous avez réalisé les photos et votre frère les textes. Oh. Alors, ce qui vous a le plus marqué lors de votre voyage, c'est pas tant les magnifiques paysages que vous avez traversés, même si on retrouve bien sûr le Grand Canyon ou les prairies du Midwest dans votre ouvrage, mais c'est surtout les gens que vous avez pu rencontrer à chaque étape, rencontrer des Américains, les Américains, et ces rencontres ont peut-être permis de vous forger une opinion sur leur culture et surtout de peut-être aujourd'hui bien comprendre, mieux comprendre cette mentalité si particulière qu'ont les Américains. Alors pour cette conférence, vous avez souhaité ne pas faire une conférence et un cours magistral d'une heure, mais plutôt de le faire sous forme d'un entretien. Il y aura d'ailleurs après la conférence possibilité de faire des questions-réponses avec la salle. Je lance la première question et elle est en fait très simple, c'est pourquoi avoir fait la route 66? En fait, vous l'avez très bien résumé en introduction. On a fait la route 66, non pas pour son aspect touristique, bien qu'elle ait énormément d'atouts en termes de paysages et autres, mais on l'a d'abord fait parce que la route 66, pour nous, mon frère et moi, était le résumé parfait de l'Amérique moderne. Et pour ça, je voudrais juste vous montrer une carte très simple. La route 66, c'est le trait rouge qui traverse notre carte. On part de Chicago et on va jusqu'à Los Angeles. C'est 8 États traversés. Alors je vais vous les citer très rapidement. Vous avez l'Illinois, le Missouri, un tout petit morceau du Kansas. On traverse l'Oklahoma, on passe dans le nord du Texas. Ensuite, on se retrouve dans le Nouveau-Mexique, l'Arizona et enfin la Californie. On arrive à Santa Monica qui est vraiment le bout du bout de notre route, la fin de notre chemin. Alors, donc, je vous disais, 4000 km, 8 États traversés, un État-continent traversé aussi, et tout ça, ça vous montre à quel point l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, est une terre d'opposition. Vous avez évidemment l'opposition entre les villes, comme Chicago par exemple, et Los Angeles de l'autre côté, qui sont déjà des villes extrêmement différentes. Et puis, ces villes sont en opposition avec la campagne qui est plus que profonde, puisque vous vous retrouvez au milieu des États-Unis. Il faut quand même faire beaucoup de routes pour pouvoir aller sur les côtes ou dans les très grandes villes du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Ensuite, vous avez l'opposition, comme je vous le disais, entre les terres, l'intérieur des terres, et les côtes. Les Américains du Midwest et les Américains de Los Angeles ou de New York ou de Chicago ne se ressemblent pas du tout, ils n'ont pas la même mentalité, même physiquement parfois ils se ressemblent assez peu, je vous expliquerai pourquoi après. C'est une Amérique qui est aussi divisée parce que vous avez des démocrates et puis vous avez des républicains. Alors chez nous évidemment on parle politique au moment d'élections ou quand voilà, les médias veulent nous parler enfin, en tout cas l'actualité fait qu'on doit parler de la politique. Aux États-Unis, on vit son parti, on vit ses convictions, on vit le parti républicain, on vit le parti démocrate. Et ça, toute la journée et à tout moment de l'année. Ensuite, vous avez des oppositions au sein de la population. Ce que je vous disais juste avant, c'est que vous avez des Noirs américains, vous avez des Hispanos, vous avez la communauté WASP, on va appeler assez grossièrement les Blancs d'Amérique. D'ailleurs, ne soyez pas choqués quand je vais vous parler avec certains termes qui peuvent paraître crus. Ce sont des termes que moi j'ai découverts avec les Américains. Eux, ils parlent des Noirs, ils parlent des Blancs, ils parlent du racisme noir, ils parlent du racisme blanc. Ça, c'est leur langage courant. Voilà, moi au début on est choqué et on finit par faire avec. Donc je vous disais, vous avez les Noirs, vous avez les Hispanos, vous avez les Blancs et puis vous avez aussi les Indiens. Les Indiens, ce sont les Native Americans qui sont aujourd'hui parqués dans des réserves et qui cherchent à défendre encore leur histoire, leurs droits, mais au sens du code et de la Constitution, et qui presque essaient de défendre une vision de l'Amérique d'aujourd'hui. Et donc voilà, donc nous on s'est dit qu'on avait tous ces gens à rencontrer
Et la route 66 était le meilleur moyen de traverser les États-Unis et de rencontrer toutes ces populations, j'allais dire en une seule fois. Et on leur a posé des questions franches, parfois dures, des questions qui peuvent les déranger, mais on est parti sans préjugés non plus. Donc on ne leur donnait pas nos opinions, puisque finalement, assez modestement, on s'est dit qu'on n'en avait pas, et qu'il fallait laisser ces gens s'exprimer librement. Et voilà, donc on est revenu avec ce livre qu'on n'a pas voulu traiter comme un livre de voyage, c'est-à-dire avec le chapitre 1 qui aurait pu être Chicago et le dernier chapitre qui aurait pu être Los Angeles. On a voulu diviser ça en mots-clés pour essayer de trouver des clés de décryptage de la société américaine. Voilà, et c'est ce qu'on va essayer d'ailleurs de faire ce soir. Alors, deuxième question, la route 66, concrètement en tant que telle, qu'est-ce que c'est? Alors, la route 66 en tant que telle, c'est tout d'abord du bitume. Voilà, c'est du bitume qui a été construite, une grande bande de bitume, donc 4000 km comme je vous le disais, un peu moins, 3950, créée dans les années 20 pour pouvoir transporter les marchandises. Aujourd'hui, on ne transporte plus les marchandises sur la route, mais on les transporte sur le train. Alors ce train-là peut paraître un peu étrange, il est emblématique d'un voyage sur la route 66 puisqu'il vous suit partout. Vous êtes à Chicago, vous le trouvez, vous êtes pas tout à fait à Los Angeles puisqu'il dévie pour aller vers le nord à San Francisco, mais vous l'avez tout le temps ce train. Il fait 1 ou 2 km de long selon son chargement, donc vous l'avez toujours avec vous. Ce sont aussi des paysages qui sont extraordinaires, des paysages variés, mais aussi des paysages qu'on n'a absolument pas l'habitude de voir dans nos contrées européennes. Donc là, je crois qu'on est en Arizona, là je crois qu'on est au Nouveau-Mexique, dans les déserts, et ça ce sont des paysages chez les Indiens, chez les Navajos d'Arizona, si je ne me trompe. Voilà, donc la route 66, ce sont des beaux paysages, mais la route 66, le bitume aujourd'hui a quasiment disparu. C'est-à-dire que vous avez des tranches de bitume qui existent, vous allez les emprunter et à un moment vous allez avoir une barrière voie sans issue, vous allez devoir faire demi-tour. Vous allez avoir des endroits couverts de gravier, excusez-moi, j'ai mon ordinateur qui se met en veille. Vous allez avoir donc des morceaux de bitume couverts par du gravier et puis surtout vous allez avoir ce qu'on appelle les interstates qui sont des énormes autoroutes qui font des milliers et des milliers de kilomètres et notamment l'I-40 qui a remplacé elle la route 66 et donc quand on emprunte cette route, si on n'est pas averti, on est quand même un petit peu déçu. Parce que finalement, on roule sur un bout de bitume, et puis quand vous avez un long bout de bitume, en fait, vous longez l'autoroute, donc ça n'a pas grand intérêt. Et puis, heureusement, on arrive à certains endroits où des gens se sont un petit peu réveillés, se sont dit « Attention, la route 66 est en train de disparaître, elle fait partie de notre histoire, c'est une route mythique, et il serait bien qu'on en fasse quelque chose. » Donc elle n'a pas été enterrée, enfin elle est... Cette route 66 a-t-elle été enterrée finalement? Alors, la route 66 a globalement été enterrée. Si vous vous souvenez de la carte, j'allais dire entre l'Illinois, donc Chicago, jusqu'à la fin du Texas et au début du Nouveau-Mexique, on peut dire que la route 66 n'existe quasiment plus. En tout cas, il n'y a plus l'esprit. Par contre, une fois qu'on arrive dans le Nouveau-Mexique et qu'on fait l'Arizona et la Californie, là on retrouve véritablement l'esprit de la route 66. Donc vous voyez, je vous parlais des ruines, hein, voilà, réellement, voilà ce qu'on retrouve sur la route. Ce sont des bâtiments dégradés, laissés à l'abandon, même des villages hein, ou des villes qui ont existé, maintenant on les appelle les ghost cities, hein, les villes fantômes, où vous avez les murs, vous avez les fenêtres, mais alors il n'y a plus un seul habitant, vous avez des animaux et encore. Alors, c'est passionné, donc là je vous donne encore quelques exemples de la route 66 telle qu'elle existe dans les endroits où elle est délabrée. Et puis voilà, vous avez des passionnés qui se sont réveillés un matin et qui se sont dit qu'il fallait absolument conserver donc, cet esprit, ce patrimoine. La notion de patrimoine va être très importante dans ce que je vais dire. Et donc ils se sont mis à plusieurs en association et ont commencé à rénover tout ce qui était à l'état de ruine. Donc vous avez de très beaux motels qui sont tous un petit peu customisés en fonction des endroits dans lesquels vous êtes. Vous avez des stations-service qui sont elles aussi rénovées. Elles ne marchent plus, mais en tout cas elles sont là et elles sont... celle-là n'est pas en très très bon état, mais vous en avez qui sont vraiment en très bon état, voilà, comme celle que je vous présente maintenant.
Vous avez des gens qui essayent aussi de faire, de réveiller l'esprit de la voiture, parce que la route 66, c'est aussi les voitures de Chicago qu'on va livrer vers le sud. Enfin, c'est pas que la moto c'est aujourd'hui. Et puis, voilà, vous avez tous les symboles de la route 66 qu'on va commencer à retrouver et qui vont être réhabilités totalement, avec toujours la voiture, l'automobile, la moto qui est dans l'état d'esprit. Alors, une fois que je vous ai dit ça, on peut dire bon, bah, c'est très bien, ils ont rénové leur patrimoine, c'est formidable. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. On a rencontré le président de la route 66, c'est vraiment on l'appelle le père de la route 66 aujourd'hui. Il a, je crois, pas loin de 90 ans, ce monsieur, il s'appelle Angel Delgadillo. Et lui, il nous a donné une réflexion sur la route 66 qui est très vraie pour l'essentiel de l'Amérique et pour l'essentiel des Américains. C'est que l'Américain enterre son histoire. C'est-à-dire que l'histoire américaine, elle n'est pas vieille. Hein. Les premiers hommes sont arrivés en 1492, enfin, ou à peu près, mais l'histoire institutionnelle est vraiment très récente. Et ce monsieur a constaté que la route 66 était à l'image de l'histoire, c'est-à-dire qu'une fois que le mythe est passé, on enterre et on passe à autre chose. L'Américain voit toujours de l'avant. Hein, dans le travail, dans le drame, on en reparlera certainement tout à l'heure. Quand il y a une destruction, quand il y a un drame ou quand il y a un moment d'histoire, on passe à autre chose, on enterre, on oublie complètement et on fait autre chose. Et ce monsieur nous a dit, mais moi je veux que... vous les Européens, vous avez une histoire qui est très ancienne, vous avez un passé, vous en tirez des leçons, donc vous pouvez anticiper l'avenir, en tout cas le préparer. Et vous avez donc un monde de paix que nous, on n'a pas forcément. Donc son rôle, lui, évidemment, c'était de reconstruire les motels, il y a un intérêt touristique, financier aussi à ça, mais au-delà de ça, c'était non, maintenant on va arrêter d'enterrer notre histoire, on va réhabiliter le patrimoine, et par ce patrimoine, on va essayer de se créer une histoire commune, une philosophie commune, et on va avancer et on va tirer des leçons de notre passé. D'accord. Alors, l'Amérique est dure avec son histoire. Est-ce qu'elle est dure aussi avec les Américains que vous avez rencontrés sur la route 66? Alors, l'Amérique est extrêmement dure avec son histoire. Je vous repasse encore quelques exemples de réhabilitation. C'est le Bagdad Café hein, qu'on a très bien connu. L'Amérique est extrêmement dure avec elle-même et avec ses citoyens. Et je vais prendre 3 exemples pour illustrer mes propos. Tout d'abord, le travail. Le travail est une valeur fondamentale aux États-Unis. Si on n'a pas compris que l'Américain est travailleur, on n'a pas compris l'Américain. L'Américain naît pour travailler, ses études sont concrètes. Quand on fait des études aux États-Unis, c'est pour travailler. Donc on a des outils pour être rentable, efficace au premier jour de notre embauche. Par contre, ça a aussi des inconvénients parce qu'on a un système qui est extrêmement dur, de rentabilité, où il faut toujours être le meilleur. On s'épuise énormément, c'est une réalité, hein, ce n'est pas une vision politique des choses, c'est une réalité. Et puis vous avez une couverture retraite qui est assez proche du plancher. Et du coup, les personnes âgées, elles-mêmes, continuent à travailler. De notre point de vue, ça peut paraître choquant. De leur point de vue, bon, moi je continue à travailler c'est ma vie, ça ne me dérange pas. Mais on voit des gens épuisés qui continuent à travailler. Et alors, je vais vous montrer une photo que j'ai faite à New York le mois dernier. D'ailleurs, il y a quelques amis que j'ai revus là-bas à New York il n'y a pas longtemps. C'est cette photo-là. Donc, on n'est plus sur la route 66, mais c'est vraiment ce qu'on retrouve aux Amériques. Alors, on a l'impression qu'il n'est pas très vieux, ce monsieur, mais je vous rassure qu'il l'était. Et ce monsieur, vraiment âgé, tirait autant qu'il pouvait ces cartons-là, et il le faisait vraiment dans la peine. Et on dit, bah voilà, l'Amérique, c'est aussi ça. C'est une Amérique qui est très dure avec ses citoyens, quels qu'ils soient. Le deuxième thème que je voudrais aborder pour illustrer cette dureté de l'Amérique vis-à-vis de ses citoyens, c'est la santé. Alors, les choses sont en train de changer, mais jusqu'il y a 1 an, on va dire, les Américains avaient tendance à choisir, enfin à hésiter en tout cas, entre se soigner les dents et éduquer leurs enfants. Voilà. Et la plupart du temps, ils préféraient éduquer leurs enfants que de se remplacer une dent. Barack Obama a voulu créer un nouveau système de santé. Alors nous, de point de vue français, on a pensé qu'il voulait faire la sécurité sociale à la française, point. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
le système américain tel qu'il est en train d'évoluer, c'est en effet un système de couverture maladie qu'on va appeler Medicaid, qui existait déjà, mais qui est ouvert maintenant à, je crois, à peu près 16 millions de personnes qui n'ont pas les moyens de se financer la sécurité sociale. C'est un peu l'équivalent de notre CMU, si vous voulez. Donc les gens très pauvres ou les personnes très âgées, vraiment dans le besoin, peuvent se faire soigner ou gratuitement, ou en tout cas à des prix préférentiels. Je pense notamment aux médicaments génériques, où là on va avoir des prix extrêmement bas pour ce type de population. La loi américaine, enfin cette réforme, l'essentiel de cette réforme, c'est que vous êtes obligé en tant qu'Américain, obligé, ça le mot va être très important pour la suite, de prendre une assurance maladie. On va dire, bah, c'est très bien, tout le monde va prendre une assurance maladie, c'est parfait, maintenant tout le monde va pouvoir être soigné. Oui, mais l'Américain, quand vous lui dites qu'il est obligé de faire quelque chose, il a des boutons. Il a des boutons parce que l'Américain, il est libre. Je vous disais que si on ne comprend pas que l'Américain est travailleur, on ne comprend pas l'Américain. Si on ne comprend pas que l'Américain est libre, on ne comprend pas l'Américain. L'Américain est libre de tout. Il est libre de faire des saluts nazis dans la rue s'il en a envie, et les gens peuvent discuter avec lui, mais on n'a pas le droit de le condamner. Et les gens sont libres de mourir parce qu'ils ne sont pas soignés, et ils en sont très contents. Il vaut mieux mourir libre que mourir en bonne santé. Donc la réforme maladie, de notre point de vue français, bah, c'est formidable. De leur point de vue, c'est pas terrible. Et je peux vous dire que démocrates ou républicains, quand on parlait de l'assurance maladie, on dit c'est bien chouette, mais ma liberté dans tout ça. Voilà, donc un deuxième thème. Et le troisième thème, c'est la justice. Alors la justice, là-bas, alors je ne vais pas illustrer encore tous ces portraits-là, mais je vais aller directement sur ce très beau policier qui est, contrairement à la photo, est extrêmement agréable. Là, on est dans le Midwest. La justice américaine est une machine à broyer les individus, quels qu'ils soient. Alors je vais vous reprendre l'exemple de DSK. Vous vous souvenez, il est arrêté. La première chose que l'on fait, c'est l'exhiber avec des menottes. C'est pas parce que c'est le président, le directeur général du FMI, c'est pas parce qu'il est connu, c'est pas parce que c'est un Français, il serait très heureux de pouvoir montrer des Français avec des menottes. Non, c'est parce que c'est un présumé coupable, on ne sait pas trop bien, mais déjà, on va le calmer. Hein, il a peut-être fait quelque chose, mais vous faites une contravention, un excès de vitesse, c'est exactement la même chose. Les Américains roulent très doucement sur les routes, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver avec des menottes et se retrouver dans la rue avec les caméras ou en tout cas avec le public. Ils n'ont pas envie de se retrouver dans cette situation-là. Donc à partir du moment où la police s'intéresse à vous, mais s'intéresse en vous disant « venez chez moi, on va discuter », déjà là, vous êtes broyé. Voilà, l'opinion a une très mauvaise image de vous. Et puis, le système va vous broyer aussi à partir du moment où vous êtes coupable. Alors si vous êtes coupable, mais même un peu d'alcool dans le sang, vous êtes coupable. Hein, vous faites de la prison quand vous avez de l'alcool dans le sang aux États-Unis. Alors là, il y a un système pénitentiaire, mais alors qui ne marche pas exactement comme chez nous, qui est tout à fait capable de vous broyer. Alors moi, je vais vous donner un exemple que l'on a rencontré. C'est un formidable... Vous êtes en Arizona. En Arizona, on est limitrophe avec le Mexique, donc la police est extrêmement dure avec les immigrants qui peuvent arriver. Donc il y a une petite tradition pénitentiaire qui est assez sympathique. Je pense notamment à un chef qui s'appelle Joseph Arpaio. Alors l'Arizona, c'est le désert, hein, il fait 40-50 degrés l'été. Donc lui, il trouve très très amusant de mettre des tentes dans plein désert, et puis d'y mettre ses prisonniers en disant bah, c'est sympa, moi, les soldats en Irak souffrent de la chaleur, bah, mes prisonniers, il n'y a pas de raison qu'ils ne souffrent pas de la chaleur. Donc vous avez des prisonniers qui sont à 50 degrés au soleil, dans des tentes un peu de temps en temps pour dormir, et puis comme pour les motels, vous avez écrit vacancy, c'est-à-dire qu'il y a toujours des places libres. Voilà. Ensuite, ce shérif vous met, quand vous êtes des hommes, vous met des caleçons roses. Voilà, comme ça vous donne une petite idée de ce que peut penser voilà, le système judiciaire. Donc, c'est pas partout comme ça, mais il faut savoir que les États sont libres de la manière dont ils mènent leur système pénitentiaire. Et vous avez des gens comme ça, je pense qu'on y reviendra aussi tout à l'heure. À côté de ça, vous avez des gens qui sont beaucoup plus éclairés, hein, je vais être un peu cru et un peu dur, mais voilà, vous avez des shérifs qui sont extrêmement éclairés. Et toujours en Arizona, vous avez ce shérif-là qui s'appelle Bill Pribill, qui vient d'être élu d'ailleurs. Hein, les shérifs sont élus, hein,
aux États-Unis, au même moment que le président des États-Unis. Donc lui, il entame son 3e mandat, extrêmement apprécié, c'est à Flagstaff que l'on est. Et lui, en fait, nous a fait faire le parcours des prisonniers. C'est-à-dire qu'on est rentré dans la prison par la porte, par l'entrée des artistes, puis on est ressorti par la sortie des artistes. Donc voilà, ça c'est mon frère à qui on a mis les menottes, et donc on a absolument tout fait. Et il a essayé de nous montrer à quel point sa justice à lui était totalement iconoclaste. D'ailleurs, c'est un démocrate dans un bastion républicain. Il a essayé de nous montrer comment lui concevait la justice. Alors, on a fait tout ce parcours. Là, voilà, le type de prison dans lequel on est. Alors, on ne le voit pas très bien. Évidemment, c'est dur. On est quand même dans une prison. Mais on est même allé jusque dans les toilettes. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point sa prison est propre. Voilà, elle est extrêmement propre, entretenue par les détenus, et il y a un véritable travail de dialogue entre les prisonniers et l'administration pénitentiaire pour essayer de faire comprendre aux gens les fondamentaux de la vie, parce que si c'est dans ce genre de cellule, quand vous y êtes, c'est que généralement vous avez un passé qui est un petit peu dur, même un passé social, hein, pas forcément un passé criminel ou enfin, pénal de manière générale, et vous, voilà, donc vous avez besoin de repères, et sa prison à lui, à ce shérif, sert à réhabiliter au maximum les détenus. Vous avez une justice qui se fait par télévision, c'est-à-dire que vous avez le juge qui est à Phoenix, donc ça doit être à 2 ou 3 heures de voiture de Flagstaff, et le juge a tous les éléments et fait les choses le plus rapidement possible, parce que si vous êtes innocent, on vous enlève très vite, et si vous êtes coupable, le juge va donner des instructions pour que vous soyez traité de telle ou telle manière selon la dangerosité de votre cas. Et très vite, vous êtes pris en charge par les médecins, par un certain nombre de gens qui vont vous faire rentrer vraiment dans la prison de manière progressive. Alors, au début, on a constaté que c'était quand même très dur, parce que vous avez celui qui a fait un petit excès de vitesse est dans la même cellule que celui qui a peut-être tué 3 ou 4 personnes dans la journée. Bien sûr, tout le monde est extrêmement surveillé, donc le début est un petit peu dur, mais une fois que tout le monde est dispatché, il y a un véritable parcours pour que les gens puissent être réinsérés le plus vite possible. Et vous avez énormément d'ateliers, d'éducation, d'instruction, des ateliers professionnels aussi pour pouvoir changer de métier. Enfin, voilà, c'est assez marrant quand je vous disais que l'Amérique s'oppose, c'est que même au sein d'un même État, quand vous faites le même travail, il y a celui qui vous met des caleçons roses à 50 degrés à l'ombre, et il y a celui qui cherche à vous réhabiliter complètement. Et ensuite, donc, bah voilà, vous sortez, et il y a un taux de récidive à Flagstaff qui est extrêmement faible. Je n'ai plus le pourcentage, je ne voudrais pas inventer le chiffre. C'est pas par hasard, c'est que vraiment vous avez ce shérif qui travaille au maximum pour ses citoyens d'abord. Et travailler pour ses citoyens, c'est assurer la sécurité, mais c'est aussi assurer une reconversion des prisonniers pour qu'ils ne recommencent pas une fois qu'ils sortent. Au sujet justement des accusés, des condamnés, vous avez rencontré un avocat oui. Qui avait un projet particulier qui s'appelle Jeff Blackburn et qui a un projet de Innocence Project. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots oui. Dans votre livre, c'est un chapitre assez important. Oh, bien sûr. Alors, Jeff Blackburn, je ne vais pas vous montrer tout de suite la photo. Il y en a peut-être certains qui ont déjà vu le livre, vous allez voir le personnage. Tout ce que je vais vous raconter est vrai. Hein. Est vrai, c'est-à-dire qu'il nous l'a dit, on l'a vérifié et tout est vrai. Jeff Blackburn a été élu avocat de l'année des États-Unis en 2011, on l'a rencontré en 2012, et il est à l'origine de 2 projets de loi. Donc il vit au Texas. Le premier projet de loi, c'est de dire que la parole du policier ne vaut pas preuve absolue. Parce que jusqu'à une certaine époque, au Texas, le policier pouvait dire « vous avez fait ça », sa parole valait preuve. Donc voilà, donc ça c'est terminé grâce à ce Jeff Blackburn. Et il a aussi réussi à faire adopter une loi qui indemnise les prisonniers, enfin les condamnés à tort, et ces prisonniers gagnent, enfin ces prisonniers, mais ces non coupables, gagnent 80 000 $, c'est énorme, par année de prison effectuée. Donc ça a obligé le gouvernement du Texas à revoir sa méthode d'investigation, puisque 80 000 $ fois 10 ans, ça peut commencer à faire beaucoup. Alors évidemment, le prisonnier, lui, ça lui permet de revivre, ça ne fait pas sa fortune, mais ça lui permet de revivre, mais en tout cas, ça oblige le gouvernement et les policiers à travailler autrement. Alors ce monsieur a l'air extrêmement sérieux, et il l'est, vous voyez, c'est une espèce de rocker qui a des statues d'Ho Chi Minh absolument partout dans son bureau. Il est assez proche de la mouvance communiste, et il fait
plutôt anarchiste quand on le voit. Donc il pourrait paraître un petit peu loufoque comme ça, et pourtant c'est quelqu'un qui a bâti un réseau d'avocats à travers le Texas puis à travers les États-Unis pour défendre les gens qui sont condamnés à tort. Et c'est un homme qui est extraordinaire, qui s'est battu contre les gouvernements, contre la Cour suprême, pour essayer de créer un système judiciaire qui soit un petit peu moins stupide, je ne vais pas employer les mots qu'il a employés, et il nous a donné justement quelques exemples, et ça existe encore aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du chien magique. Le chien magique, c'est formidable, c'est un outil judiciaire, on devrait l'avoir en France. En fait, quand vous avez des soupçons sur quelqu'un, vous prenez le chien magique, donc c'est un chien de policier, et puis vous allez le mettre devant la personne ou devant la maison de la personne que vous suspectez, et si le chien aboie, vous êtes condamné. Et voilà, donc le chien, quand il aboie, ça vaut preuve devant le juge. C'est pas une blague, hein. C'est pas une blague. Et puis, pour lui, la justice est aussi extrêmement raciste. Et il le dit clairement, que les juges, si vous voulez, comme le shérif, sont élus. Et ils sont élus, donc ils représentent très clairement, ça ce sont ses paroles, hein, ils représentent les électeurs. Or, selon Jeff Blackburn, l'électeur, c'est celui qui est gros, qui regarde la télé, et puis qui va un petit peu dans son jardin pour son barbecue, et qui retourne très vite devant la télé, et qui donc est absolument pas instruit, qui regarde la télé-réalité, qui regarde des jeux. Je vous montre quelques exemples de Jeff. Et pour lui, ces gens-là votent pour des juges qui vont faire le boulot ensuite. Or, au Texas, il y a une petite tendance au racisme qui est assez spectaculaire. Et lui, vraiment, cherche à combattre tout ça, à combattre évidemment toute la stupidité d'un système où vous avez ce qu'il appelle, lui, le croissant de la connerie. Le croissant de la connerie, ce sont les États du Sud qui sont extrêmement, enfin, sont des intégristes, pas catholiques, intégristes protestants, qui sont... pardon ? C'est la Bible Belt, voilà, exactement. C'est une Amérique de moins en moins blanche, parce que l'Amérique n'est plus blanche aujourd'hui, elle est de plus en plus hispano, de plus en plus afro-américaine. Donc dans le croissant de la connerie, vous avez moins en moins de blancs, donc ils deviennent de plus en plus agressifs, et c'est un endroit où vous avez beaucoup d'accidents, notamment dus au port des armes à feu. Alors les armes à feu, vous avez... présenter les oppositions dans le système judiciaire. Les Américains sont aussi très opposés sur la question des armes, et oui, l'actualité le prouve encore très récemment. Oui. Alors la réalité des armes à feu, nous on pense que l'Américain, quand il a une arme à feu, il a éventuellement un fusil de chasse comme on peut l'avoir dans la Somme ou en Picardie en général, quand on est chasseur. Au mieux, peut-être un pistolet, ce qu'on appelle une arme de poing. Je vais vous montrer ce qu'on vend dans une armurerie assez normale aux États-Unis. Et là-dedans, vous avez des hommes et des femmes, et même des enfants qui ont le droit de toucher l'enfance à partir de 16 ans, je crois. Voilà, on vend une arme à feu aux États-Unis, c'est ça. Alors, ça a causé quelques tueries aux États-Unis. Alors, je vous en montrerai d'autres. Hein. On a testé une petite arme à feu, hein, c'est ce qui est utilisé en Irak aujourd'hui. Ça, c'est en vente libre. Hein. Ça, c'est en vente libre aux États-Unis. Là, on est dans un endroit où on teste l'arme avant de l'acheter. Hein. C'est en vente libre. En vente libre. Alors, je vais vous reciter quelques tueries pour que vous puissiez juste avoir la mémoire un peu rafraîchie. Columbine en 99. Ça fait 13 morts. Je ne vous compte pas le nombre de blessés, hein. Je préfère parler que de ceux qui sont partis. Virginia Tech en 2007, 32 morts. Et très récemment, Newtown, avec 26 morts. Alors, Newtown, là c'est extrêmement récent. On se souvient de l'émotion qu'a suscité la tuerie de Newtown. On se souvient d'Obama qui pleure. Et ça, pour le coup, c'est vraiment pas un jeu d'acteur. On le sent extrêmement ému. On sent que la population est extrêmement émue. Et on se dit, en effet, la législation sur les armes à feu va évoluer, on va changer. Et qu'est-ce qu'on apprend il y a 2 jours? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, les gens refusent. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces Américains qui refusent de modifier la loi sur les armes à feu? Sachant que l'essentiel de la loi, c'était d'arrêter de vendre ce genre de petits joujoux. Alors, nous, on a posé des questions aux gens.
là-dessus, sur les armes à feu. Pourquoi ils ont des armes, le droit de tuer, qu'est-ce que c'est? Et puis en fait, vous allez chercher dans la Constitution américaine, alors là je vais juste vous lire ce qu'on appelle... Alors la Constitution américaine, c'est quelques articles qui ont été complétés ensuite par des amendements, et les amendements donc, sont extrêmement importants, hein, ça a valeur c'est une Bible, c'est la Bible juridique pour les Américains. Et donc on apprend dans l'amendement numéro 2 que je vous lis, une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à l'origine, la Constitution américaine a décidé que les Américains avaient le droit de s'armer contre qui? Contre un éventuel État autoritaire. C'est-à-dire vous portez une arme pour pouvoir tuer des gens qui auraient envie de prendre le pouvoir de manière un peu forcée. Donc à partir de là, quand on vous dit c'est dans la Constitution elle est dans vos sangs, elle est dans votre sang, elle est dans vos gènes, il n'y a pas de raison pour qu'on puisse interdire les armes. Et à Chicago en 2010, la ville avait cherché à interdire juste le port, pas la détention, mais le port en ville de l'arme de poing, et la Cour suprême avait dit non, c'est notre Constitution, on n'y touche pas. Donc finalement, ce n'est pas surprenant ce qui vient de se passer là, le camouflet pour Barack Obama. Ce n'est pas un camouflet vraiment pour lui, c'est simplement l'Amérique ne peut pas changer du jour au lendemain, parce que quand on a du sang, quand on a des gènes, on ne peut pas changer comme ça. C'est un sujet assez différent, mais l'actualité est très récente, notamment à Boston, les attentats sur le marathon de Boston. Oui. Est-ce que ce sont quand même des éléments qui sont de nature à changer cette conscience collective américaine? Alors, la conscience collective américaine, elle est très forte à partir du moment où vous avez des drames. Que ce soit celui-ci, que ce soit le 11 septembre, pourquoi pas une énorme catastrophe, je pense à Sandy, hein, l'ouragan, Katrina, en quelle année, je ne sais plus exactement, c'était sous Bush. Voilà, il y a toujours une conscience collective hein, qui se réveille. Nous, on a constaté, et ce qui s'est passé à Boston est assez révélateur de ça, on a constaté qu'il y avait presque une mathématique dans cette conscience collective. Lorsque vous avez un drame qui se passe aux États-Unis, on va chercher à faire le deuil tout d'abord en identifiant des héros. Voilà. Donc quand vous avez les tours qui sont détruites aux États-Unis, on cherche des héros. Et généralement, les héros, c'est vous, c'est moi. Le 11 septembre, c'était les pompiers, avant tout. Et puis après, on a trouvé des héros ordinaires, des gens qui ont fait à leur échelle une bonne action, ils ont pu retirer quelqu'un d'une tour, etc. Donc on identifie des héros, et ce de manière immédiate. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a le drame, on cherche ces héros. Et ensuite, on cherche de la même manière à personnifier la menace. La menace, c'est qui? C'est quoi son adresse? Pour le 11 septembre, c'était Osama Ben Laden. Et à partir de là, on va traquer la menace autant qu'on peut, et le deuil ne sera jamais terminé tant que la personne ne sera pas éliminée physiquement. Et quand Osama Ben Laden se fait descendre au Pakistan, qu'est-ce qu'on voit? Des scènes de liesse dans la rue, et ça peut rappeler un peu la fête au sens philosophique du terme, c'est-à-dire que vraiment, voilà, ça y est, on passe à autre chose, on enterre le passé, on le garde un petit peu en mémoire quand même celui-ci, mais on enterre le passé, comme je vous le disais au début, et voilà, et maintenant on est libéré de cette catastrophe, et on passe donc à un nouveau pan de l'histoire. Et quand vous allez à New York aujourd'hui, c'est assez flagrant, il y a encore le chantier, mais vous avez quand même l'impression d'avoir un quartier d'affaires neuf et assez extraordinaire, qui est bientôt fonctionnel. Je crois que ça va, si certains immeubles sont déjà occupés, en tout cas ça va se faire très rapidement. Donc à Boston, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a cherché très vite des héros, donc il y a eu 2-3 personnes qu'on a identifiées. Je crois qu'il y a un footballeur, football américain, hein, qui a aidé des gens. Il y a pareil quelques anonymes comme ça qui ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient pour sauver les blessés. Donc voilà, on a immédiatement cherché les héros. On a très vite cherché à personnifier la menace. Alors, avec les réseaux sociaux et tout ça, il y a eu pas mal de désinformation. N'empêche qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a clairement personnifié, on a montré les gens à la télé, on dit voilà les gens qu'on recherche, ils les ont cherchés tant qu'ils pouvaient, et si possible, on va essayer de les retrouver morts. Alors, je ne sais pas à cette heure-ci, il y a déjà un mort depuis ce midi, je ne sais pas si ce soir le deuxième est mort, mais à mon avis, ça va assez mal se finir pour lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Rapidement, on va faire le deuil des personnes qui sont décédées, et puis on va passer à autre chose. Et puis qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, dans un an? Eh ben, vous allez avoir un marathon certainement où vous aurez peut-être 2 fois plus de personnes, où les gens vont dire non mais
nous, l'histoire continue et on avance et on n'est pas perdu. Par contre, il y a un seul risque là-dedans, c'est que Osama Ben Laden, ça ne vous a pas échappé, était musulman, et il semblerait que là, on soit encore sur la piste islamiste, et les Américains aiment de moins en moins les musulmans. Et là, je vais encore vous montrer une dernière photo. On est toujours chez nos amis les testeurs d'armes, et vous avez le droit de tester des armes sur des cibles. Hein. Et ben, on ne choisit pas n'importe quelle cible, voilà, on choisit ces cibles-là. Donc l'Américain, là, il va, dans sa conscience collective, il va commencer à aimer de moins en moins les musulmans. On a eu quelque chose d'extrêmement dramatique en 2001. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Voilà, donc la conscience collective, elle peut être inquiétante. Voilà, dit-il en souriant. Il y a cette Amérique bouillonnante avec ses oppositions qui est parfois à fleur de peau. Il y a aussi des Américains qui paraissent un petit peu en dehors de cette vie-là, de cette société-là, et je pense notamment aux Amish. Vous y consacrez là aussi tout un chapitre. Oui. Voilà, ces Américains qui vivent peut-être un petit peu à l'intérieur de ce pays. Oui, alors c'est vrai que c'est très intéressant parce que quand je vous disais qu'on traverse toute la diversité américaine à travers cette route, on a tous ces gens extrêmement agités, extrêmement sollicités, et puis à côté de ça, vous avez des populations calmes, voire très calme, totalement isolé. Alors, il y a les Amish et puis il y a les rednecks aussi. Alors, les rednecks, en français, ce sont les cous rouges. Ce sont des gens qui sont quasiment tout le temps dehors, donc ils ont le cou bronzé. Voilà, ils sont bronzés. Donc, ils s'appellent eux-mêmes les rednecks. Ce sont tous les gens qu'on trouve au milieu des États-Unis, hein, notamment en Oklahoma, dans le Missouri. Et les rednecks, eux, sont isolés, mais géographiquement. Ils vous disent qu'ils ne possèdent pas de passeport, pardon. Après, moi, je me mets à leur place. Imaginez que la France soit mise en plein milieu des États-Unis. Quand vous voulez sortir de votre État, il faut faire au moins 1000 km. Donc imaginez, nous, quand on part en vacances, on a la chance d'avoir plein d'endroits en France, donc on ne fait peut-être pas 1000 km pour aller en vacances. Sauf que eux, s'ils veulent sortir des États-Unis, c'est plus de 1000 km qu'ils doivent faire hein, quand on est en plein centre, une fois encore, des États-Unis. Il faut aller très loin. Donc ils ne sortent pas. Ils restent dans leurs états et puis ils se contentent de ce que leur donne la télé. Voilà. Et ce sont des gens assez paisibles qui vivent voilà, au rythme de... Là, on est dans une station-service, ils vivent au rythme de la station-service. On s'y rassemble, on boit un coup. On est extrêmement cool. Il y a le policier, le premier que je vous ai montré avec ses lunettes de soleil qui passe et puis vous savoir comment ça va. On a l'impression d'être dans une Amérique reposée, calme et vraiment loin de tout. Et puis à côté de ça, donc, on a nos camarades Amish. Alors les camarades Amish, c'est une aventure pour les trouver parce que vous n'avez pas le panneau, vous n'avez pas de panneau avec écrit Amishland comme ça. Il faut les trouver, il faut les débusquer. Donc vous avez des pistes, des gens qui vous disent allez voir dans des endroits, là il y a des plaines peut-être que vous allez en rencontrer. C'est quand même une communauté qui n'est pas secrète, hein, elle vit au milieu des autres fermiers, mais bon voilà, ils ne se font pas de pub. Donc vous les cherchez, puis à un moment vous tombez sur ce panneau-là et vous dites tiens c'est bizarre, moi le code de la route, même aux États-Unis, je pense qu'on est assez proche, mais ce panneau-là je le connais pas, ça ressemble à une charrette, je pense qu'on ne doit pas être bien loin. Alors vous suivez le panneau et puis, et je rigole pas, ça s'est vraiment passé comme ça. À un moment, là vous êtes sur l'autoroute et puis vous avez un chemin de terre qui coupe. Hein. Aux États-Unis, quand vous sortez des autoroutes, alors vous pouvez avoir quelques bretelles, mais vous pouvez aussi prendre la perpendiculaire tout de suite. Là. Donc il y a ce chemin de terre et puis sur ce chemin de terre, enfin gravillonneux, vous avez des traces de roulade comme ça. Vous dites tiens, ça ne doit pas être loin. Puis vous avez du crottin de cheval et les traces de roulade. Oh là, là on arrive et puis alors là, on arrive chez nos amis. Voilà, ils ressemblent à ça. Et ce sont des gens donc, extrêmement accueillants, hein, bien sûr, qui vivent sans électricité, qui vivent sans, ce qu'ils appellent eux sans modernité. Alors, à partir de quand la modernité commence, je ne sais pas. Mais voilà, ce sont des gens qui vivent en famille. Alors les familles chez eux, c'est toujours 30 ou 40 personnes. Hein. Si vous n'avez pas 15 enfants, vous avez raté votre vie. Hein. C'est à peu près ça. Et des gens très pieux, des gens qui vivent dans une communauté, donc vous avez toutes les familles qui sont réunies les unes avec les autres, qui s'autosuffisent. Les enfants vont un peu à l'école, alors je ne sais plus si j'ai mis une photo de l'école, je ne crois pas, non j'en ai pas mis, mais ils vont un petit peu à l'école et très vite vont se mettre à travailler au sein de la communauté.
Bon, les informations, on oublie hein, complètement, ce sont des informations qui sont locales. L'essentiel de l'information vient de leur... Alors, ils vont un peu dans les villes, ils sont fanats de glace et de bière, donc ils vont chez le garagiste à côté acheter la glace et la bière. Ils se tiennent un peu au courant de l'actualité de la ville, et puis ils se tiennent au courant surtout de leur actualité à eux, au sein de la communauté Amish. Et nous, on a rencontré vraiment les plus traditionnels, ceux vraiment qui refusent totalement la voiture, même pour les enfants, pour un motif très précis qu'ils nous ont avoué, c'est que si vous donnez aux enfants la possibilité de conduire une voiture, c'est lui donner la possibilité d'aller plus loin. Et donc, à un moment, de découvrir la vie moderne telle qu'elle est, et peut-être de le tenter de partir. Donc, finalement, on a découvert des gens qui sont en vase clos, et on a eu un débat avec mon frère là-dessus, c'est est-ce que c'est bien ce vase clos? Parce que justement, rester dans sa communauté et contraindre les enfants qui n'ont pas le choix, ils sont nés là, contraindre les enfants à rester dans la communauté pour préserver le futur des Amish, est-ce que c'est une bonne chose? Bon, ça, je vous laisse libre, allez les rencontrer. D'ailleurs, j'en profite, si un jour vous faites la route 66, nous on l'a fait en à peu près 4 ou 5 semaines, où on a perdu du temps de temps en temps, parce qu'on cherche, on fouille, on regarde, on se trompe parfois pour le besoin d'une enquête, essayer de découvrir des gens, et puis c'est pas intéressant, donc on s'est un peu trompé. On s'est rendu compte qu'en fait, la route 66, vous pouvez la faire à peu près en 3 semaines en rencontrant les gens, c'est-à-dire en prenant 2, 3, 4 heures pour leur parler. Et tous les touristes qu'on a pu rencontrer qui étaient à moto, eux la font à peu près en 15 jours. Donc si vous prenez une semaine de plus, bah, vous avez aussi l'Amérique en plus du tourisme. Voilà, ça c'est un côté très intéressant. Et donc les Amish, il faut absolument les rencontrer, ce sont des gens formidables. Là, on peut les photographier, les Amish? Ah bah non. Non, on ne peut pas les photographier, les Amish. Alors, comment j'ai fait la photo, bah, je ne vous le dirai pas. On ne peut pas les photographier, alors, pour des raisons qui sont extrêmement simples. C'est que Dieu, un jour, est allé voir Moïse, il lui a dit « j'ai 10 commandements à te faire ». Et notamment un, alors je l'ai noté, je vais vous le lire. Ça m'inquiète beaucoup pour moi qui suis photographe. Le commandement dit « tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que terre ». En gros, pas d'image. Voilà. Donc moi, je m'inquiète énormément pour ma vie. Mais voilà, donc vous avez cette loi religieuse qui est extrêmement rigoureuse. Il est interdit de les prendre en photo. Alors ils ont des pièces d'identité, vous allez me dire comment ils font. Les gouvernements s'adaptent et en fait, ils ont leur empreinte de pouce sur la carte d'identité. Voilà, donc tout est complètement adapté, c'est-à-dire que ce sont des gens totalement intégrés. Leur population, je crois, augmente, est multipliée par 2. Alors il faudrait revoir les chiffres, je me demande si ce n'est pas tous les 20 ou 30 ans. Voilà, comme il y a beaucoup d'enfants. Donc c'est une communauté qui est assez secrète, qu'on voit peu, mais qui se développe de plus en plus. Hein, voilà. Et alors, à l'opposé, justement, la photographie aux États-Unis, ça c'est important, est extrêmement simple à réaliser, enfin, surtout les portraits. Quand on est en France, en Europe hein, de manière générale, si je vous croise dans la rue et que je vous demande pas d'ailleurs, je fais une photo de vous, il y a de fortes chances que vous veniez me voir en me demandant pourquoi, et puis vous allez me demander de l'effacer, voilà. Aux États-Unis, vous avez toujours cette liberté, hein, le premier amendement, d'ailleurs je me demande si je l'ai pas, non, si je l'ai pas noté, mais l'Américain est tellement attaché à la liberté qu'il est aussi attaché à votre liberté. Donc à partir du moment où vous avez un appareil photo et vous leur dites mais je suis journaliste et je suis là pour faire une photo, ou bien j'ai fait une photo de vous parce que je suis journaliste et que je fais un travail, et vous dire bah faites. Voilà. Donc c'est un pays qui est extraordinaire, qui est complexe, qui peut être extrêmement agaçant d'un point de vue français, mais dès que vous y plongez, ben voilà, c'est comme une langue. Hein. Une langue, vous apprenez à la parler à partir du moment où vous êtes immergé dans le pays. L'américain, pour le comprendre, il faut aller le rencontrer, il faut lui poser des questions, et on se rend compte finalement qu'on est très différents. Voilà, et il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. Et quand vous leur demandez comment ils voient l'Europe, ils disent bah vous êtes l'Europe. Voilà, nous on est les Américains, on ne vous juge pas. Donc quand nous on pense que les Américains viennent avec leurs films et nous regardent comme ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ils nous respectent énormément pour notre histoire, pour notre volonté, pour notre vieillesse aussi. Pour eux c'est une qualité d'être un vieux continent. Et je pense que
On devrait nous-mêmes les regarder tels qu'ils sont, essayer, c'est peut-être le travail des médias aussi, hein, de nous éclairer davantage, essayer de mieux les comprendre. Et vraiment, je vous engage, quand vous allez aux États-Unis, d'aller au-delà du décor et vraiment de les rencontrer. On y apprend plein de choses. Voilà. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie.